salue beaucoup. Des voisines. Mars célèbre pour son nom. La quatrième planète la plus éloignée du Soleil est petite par la taille, environ une demi-terre, mais grande par son intérêt scientifique. Située à 228 millions de kilomètres du Soleil, Mars aurait autrefois possédé des mers chaudes salées avec des lacs d'eau douce, sans doute de la neige au sommet de ces monts, des nuages et de cycles d'eau. En 2015, la présence d'eau en saumure, un liquide proche de l'eau salée de nos océans et saturé en sel, aurait même été détectée par la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter. Le sel très absorbant abaisse le point de congélation de l'eau, lui permettant ainsi de rester sous forme liquide et de s'écouler sous des températures inférieures à 0 degrés Celsius. En effet, la surface de la planète rouge oscille entre 20 et moins 43 degrés Celsius. Bien qu'une équipe de laboratoire Geosciences par le Sud suggère aujourd'hui que ces roulés ne seraient en réalité que de simples avalanches de sable, il reste à étudier les variations fines des coulées au cours du temps. Pour les astrophysiciens, le mystère reste entier, tout comme l'espoir d'un jour détecter le précieux liquide sur notre voisine. Plus fou encore, la NASA a fait l'annonce depuis juin 2018 de l'identification par le River Curiosity d'un cycle du méthane sur la planète rouge et de molécules organiques. Le rover américain sur Mars depuis 2012 a permis, grâce à l'instrument Simple Analysis at Mars, et de repérer des chaînes d'atomes contenant du carbone et d'hydrogène dans des roches âgées et de plus de 3 milliards d'années. Or, à cette époque, de l'eau liquide aurait coulé sur Mars. Ainsi, des ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie étaient vraisemblablement réunis au même moment à une époque sur la planète rouge. Mars, la planète rouge. Mars est une planète
tellurique, c'est-à-dire rocheuse, est 10 fois moins massive que la Terre. Vie de la planète bleue, elle apparaît rougeâtre de la part et la poussière riche en oxyde de fer qui recouvre sa surface. Une fois hydraté, l'oxyde de fer devient rouillé, d'où la couleur ocre de notre planète voisine. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on associe à la guerre depuis l'Antiquité de son nom, faisant référence au dieu de la guerre dans les mythologies romaines. Les pôles de Mars sont en permanence recouverts de calottes blanchâtres très variables en fonction des saisons. Au début de printemps boréal, par exemple, la glace du pôle Nord exposée au soleil se sublime. Autrement dit, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette sublimation crée ensuite des masses halogènes de vent qui soulèvent d'importantes quantités de poussière et sont susceptibles de déclencher des tempêtes de poussière à l'échelle de la planète tout entière. D'autre part, la planète Mars se caractérise par une opposition très nette entre l'hémisphère nord situé de vastes plaines lisses et l'hémisphère sud formé de plateaux riches en cratères d'impact. L'hémisphère nord est entre 1 km et 3 km moins élevé que l'hémisphère sud et l'épaisseur de croûte y est de 32 km contre 50 km pour les plateaux du sud. Cette dichotomie serait apparue il y a environ 4 milliards d'années, lequel des géophysiciens balancent aujourd'hui entre deux théories pour expliquer cette coupure. L'une est liée à la dynamique interne de la planète au niveau des manteaux et tectoniques des plaques, et l'autre à un ou plusieurs grands bombardements qui auraient entraîné la fusion des terrains à l'hémisphère nord. À noter que les terrains de l'hémisphère nord sont plus jeunes que ceux de l'hémisphère sud, ainsi que marqués par une ancienne présence de liquide abondance et acide. Des volcans monumentaux. Au contact de la limite géologique matérialisant la dictomie, les régions d'Idome et Tarsis et d'Illicium Platinicia regroupent une forte concentration de volcans. C'est d'ailleurs sur le renflement de Tarsis qui se trouve le plus grand volcan du système solaire de l'Impasse-Mont qui culmine à plus de 21 000 mètres d'altitude. En outre, contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de tectonique des plaques, d'où la taille colossale de ces volcans. Si notre planète, la croûte se déplace par rapport au point chaud situé dans le manteau qui éjecte de la lave en surface qui forme une succession de petits volcans. Sur Mars, la lave s'accumule en un seul et même point, donnant naissance à des volcans gigantesques. Aujourd'hui, la planète rouge a perdu la quasi-totalité de son activité géologique interne. Seuls quelques glissements de terrain, gisasses de CO2 au pôle, séismes et petites coulées de lave se produisent encore. Cratères et vallées. De nos côtés, l'hémisphère sud de Mars est parsemé de cratères d'impact. Agir Platinicia et la Platinicia sont des deux remarquables. Le second, d'environ 2200 km de diamètre, est
9500 mètres de profondeur et la plus grande structure d'impact observable sur la planète. Contrairement au cratère lunaire dont l'aspect ne change pas avec le temps, les caractères martiens sont soumis à une érosion d'origine atmosphérique qui altère les formes arrondies, les bords et recouvre l'élémentaire d'une épaisse couche de poussière. Il reste cependant glacé. Par ailleurs, la surface de la planète rouge est dotée du plus grand canyon du mystère solaire. Les gorges du Vallée Marneri atteignent 8000 mètres de profondeur et s'étendent d'ouest en est sur plus de 3000 km. En comparaison, le Grand Canyon d'Arizona, États-Unis, est profond de maximum 1,8 km pour 800 km de long. Dans le voisinage des vallées marinières, une multitude de petites vallées évoque des lits de rizières asséchés. Un indice qui oriente les scientifiques vers une histoire de Mars dira laquelle est l'eau et qui découlait à flot. En fait, la gravité de surface sur Mars est seulement de 38%, celle de la Terre 3,71 contre 9,80 mètres par seconde. La microgravité est continue pour causer des problèmes de santé tels qu'une perte musculaire et de déminéralisation, mais ce n'est pas pour décourager les projets de colonisation de la planète rouge. Structure interne de Mars. À ce jour, la structure interne de la planète rouge n'a pas pu être déterminée directement. En effet, les sismomètres des sondes du programme Viking de la NASA lancé dans les années 1970 n'ont pu effectuer aucune mesure fiable à cause de l'insensibilité au vent. Pour l'air, on suppose donc que Mars possède un intérieur standard constitué d'une croûte d'environ 50 km d'épaisseur, des manteaux d'environ 1650 km d'épaisseur et des noyaux approximativement à 1700 km de rayon, essentiellement voire entièrement liquide. Pour en savoir plus, il faudra attendre que sismomètres cessent et expérimenté for Interior Structure de la mission InSight qui a décollé depuis mai 2018 arrive à destination le 28 novembre. L'atmosphère de la planète rouge qui est Mars. L'atmosphère martienne se compose de 96% de dioxyde de carbone, 2% d'argent, 1,9% d'azote et de traces d'oxygène, de monoxyde de carbone et de vapeur d'eau en quantité suffisante pour donner naissance à des nuages de glace ou du brouillard et d'autres gaz. Les images prises depuis la surface de la planète montrent que le ciel apparaît orange, ce qui est vraisemblablement dû à des fines particules de poussière d'oxyde de fer, la même qu'au sol en suspension. Mars possède une atmosphère orange et ténue. Très ténue, l'atmosphère de Mars se caractérise par une pression inférieure à 1% de la vallée terrestre. Les futurs explorateurs auront donc nécessairement besoin de combinaisons spatiales pressurisées. Cependant, Mars n'a pas de magnétosphère, cette bulle magnétique de protection contre les particules de vent solaire, tandis que les radiations au niveau de l'orbite
martiennes sont 2,5 fois plus fortes que celles d'eau qui atteignent la Station spatiale internationale. Il est problématique de prendre encore lors des futures missions habitées de lune, Phobos et Deimos. En fait, la planète rouge ne possède pas d'anneaux, mais deux petits satellites naturels, Phobos et Deimos. Le premier de 27 x 22 x 18 km est de forme irrégulière. C'est le plus proche de sa planète orbite à environ 9000 km de Mars. Il tombe vers Mars de 18 cm chaque année à cause de l'attraction gravitationnelle de la planète. À ce rythme, dans 11 millions d'années, Phobos sera si proche de la surface martienne que la gravitation le fera se désagréger environ 4000 km d'altitude. Deimos, pour sa part, est plus petit et plus éloigné. La taille 15 fois 10 fois 10 km, il orbite environ à 23 km d'altitude comme son homologue. Il est de forme irrégulière et parsemé de cratères. D'après les dernières publications scientifiques, ces deux lignes nommées après les jumeaux des dieux Mars et Vénus dans mythologie romaine seraient le résidu d'un impact entre la planète rouge et astéroïde. Les débris de cette collision auraient alors formé un anneau dans lequel se serait accrété une douzaine de satellites. Celles les plus éloignées auraient survécu Phobos et Deimos, l'attraction gravitationnelle de Mars désintégrant les autres. Futures missions d'exploration sur Mars. Ce sont toutes les spécificités de Mars passées en revue dans ce dossier qui font de la planète rouge un astre unique, notamment la présence passée de précieux indices dans la recherche de vie extraterrestre. En effet, la vie carbonée, telle qu'une existence sur Terre, utilise principalement les éléments chimiques carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Or, ces éléments doivent exister dans de l'eau liquide car c'est dans ce milieu que se produit la chimie du vivant telle que nous la connaissons. La réaction dans d'autres surfaces est rapide. De plus, l'eau existe massivement dans l'univers sous forme de vapeur et de glace. Mais il faut des conditions très particulières pour la trouver liquide. Mars est à l'heure actuelle la meilleure candidate à pouvoir abriter cette eau liquide tout en restant accessible aux sondes spatiales et rovers d'exploration. L'eau a coulé sous les ponts depuis le premier survol de Mars par la sonde américaine Mariner 4 en 1965. On a cité précédemment d'atterrisseurs InSight parti début mai 2018. La sonde américaine Mariner qui étudie la disparition de l'atmosphère martienne et l'indienne Mars Orbit Mission gravite autour de la planète rouge depuis 2014. La mission européenne ExoMars Trace Gas Orbiter avec son atterrisseur Schiaparelli recherche elle a déterminé si la méthane de l'atmosphère de Mars est d'origine biologique. L'ESA doit également lancer
et une astromobile nommée Rosalind Franklin en 2020. Le rover Perseverance de la NASA, quant à lui, de la mission Mars 2020, est arrivé sain et sauf sur la planète rouge en février 2021. Il est chargé de préparer des échantillons qui seront rapportés sur Terre ultérieurement. En fait, n'oublie pas, Elon Musk et sa mission habitée vers la planète rouge est prévue pour 2026 voire 2024, c'est certain. Mars n'a pas fini de faire parler d'elle. Est-ce que réellement l'être humain pourra un jour aller vivre sur Mars? Les voyages jusqu'à la vie sur place, de nombreux et considérables obstacles empêchent pour le moment de fixer une date pour un premier pied de l'homme sur la planète rouge, mais les expériences se multiplient pour y parvenir. Un prochain petit pas pour l'homme dans l'univers. J'ai dit, rover Perseverance doit atterrir sur la planète Mars après 7 mois de voyage. Il a pour but d'étudier les lieux, d'y rechercher des traces de vie ancienne, de réunir des échantillons qui seront envoyés sur Terre, mais aussi de préparer l'arrivée sur les missions humaines futures sur la planète rouge. Particulièrement complexe et à mettre en œuvre, cette exploration martienne pourrait prendre des décennies avant de voir le jour. Le principe de base pour envoyer des êtres humains sur Mars, c'est d'avoir des outils de sécurité qui garantissent la survie, la résistance des mystères et de personnes pendant des durées importantes, expliqué à BFTV.com. Mike Ovison, responsable de l'exobiologie au CNES, Centre national d'études spatiales, qui a participé à la mission Perseverance. Et aujourd'hui, le travail de base sur l'environnement nécessaire à la vie humaine sur Mars n'est pas encore prêt. Si à 8 mois de voyage, on ne sait pas encore faire. La première problématique à régler concernant l'envoi d'êtres humains sur cette planète, c'est le voyage. Aller sur Mars situé en moyenne à 227 millions de kilomètres de la Terre prend de 6 à 8 mois avec les technologies actuelles. La dynamique spatiale est telle qu'il n'y ait aucun créneau pour aller sur Mars pratiquement que tous les 10 ans et qu'il faudra attendre autant de temps pour en revenir, déclare Mike Ovison, avec un trajet potentiellement éprouvant. On ne sait pas encore faire. Surtout les tests qu'on a réalisés sur les astronautes pour le moment le maximum et on peut les enfermer quelque part ces 2 mois, expliqué à BFMTV.com l'astrophysicienne Athena Koustenis, directrice de recherche au CNRS et à l'Observatoire de Paris. D'une part, psychologiquement, ils ne sont pas aptes une fois qu'ils sont sortis de là pour effectuer des opérations. D'autre part, on ne sait pas comment faire pour que pendant des mois, ils restent allongés ou assis dans une capsule. L'accompagnement psychologique des gens qui partent sera très important, abonde Mike Ovison. Dès l'instant où ils auront quitté l'atmosphère terrestre, ils ne pourront pas faire demi-tour. Il faut qu'ils aillent. Et là, c'est pour 2 ans et demi, 3 ans.
Il faut également avoir en tête les images de Thomas Pesquet, l'astronaute français, lors de son atterrissage au Kazakhstan en 2017. Il est accueilli par des messieurs et a du mal à sortir de sa capsule après plus de 6 mois passés dans la Station spatiale internationale ISS. Les séjours dans l'espace ont en effet pour conséquence l'organisme une baisse de la densité osseuse ou encore une perte de la masse musculaire, des altérations prises en charge des retours sur Terre. Ce n'est pas du tout facile parce que, et même s'ils font des exercices à l'intérieur, comme dans l'ISS, ils perdent quelque chose, explique l'astrophysicien. Or, sur Mars, il n'y aura pas de médecin pour les accueillir à l'arrivée, déclare Michaelis. Il faut donc trouver des moyens pour qu'ils entretiennent les records durant le voyage. Une planète pas adaptée à la vie que l'on connaît. Il faut ensuite réfléchir à la vie sur Mars en elle-même et là encore plusieurs difficultés de premier plan s'imposent. Actuellement, vous avez une planète Mars qui n'est pas adaptée à la vie que l'on connaît sur Terre parce qu'il n'y a presque pas d'atmosphère, explique Athena Koustenis. Celle-ci est beaucoup plus technique sur Terre, composée à plus de 5% de dioxyde de carbone et moins d'oxygène. Et au niveau de la pression, c'est 1 sur 1 centième de l'atmosphère terrestre, déclare Michaelis. Or, la pression atmosphérique, c'est ce qui fait que nous existons sur Terre aujourd'hui. Que l'on tient debout, que les immeubles tiennent debout, et c'est l'atmosphère qui fait que l'on respire et que l'on peut subsister au niveau de la surface. D'autre part, il nous protège de tout ce qui est rayons cosmiques, flux solaires, etc. déroule Athena Koustenis. Sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique et pas d'atmosphère, cette expose. Sans cette enveloppe protectrice, les astronautes ne pourront pas se déplacer sans carapace. Ils seront en permanence en scaphandre ou dans des habitats expliqués Michaelis, car il y a autant de rayonnement gamma, de rayonnement cosmique et plus important sur place, ce qui augmente le risque de réaction négative de l'organisme et notamment de cancérisation d'un certain nombre de cellules. Déjà dans l'environnement spatial de rayonnement, ce n'est pas anodin sur l'espérance de vie des astronautes. Cela ne peut pas dire qu'ils vont nécessairement mourir, mais que le risque d'avoir un cancer n'est pas faible, explique également Thierry Fouché, chercheur à l'Observatoire de Paris et professeur à la Sorbonne. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution claire pour contrecarrer cela. La planète Mars présente en effet un environnement hostile pour l'homme. Elle est couverte d'étendues de sable, de poussière et de rochers, et la température moyenne y est de moins de 63 degrés Celsius avec des pics allant de moins 143 degrés Celsius à plus 20 degrés Celsius. La gravité y est presque 3 fois plus faible que ce qui signifie qu'une personne de 100 kg en pèserait 38 une fois là-bas.
des usines de fabrication d'oxygène. Avec moins d'oxygène sur place, impossible de respirer à l'air libre. Mais transporter des réserves d'oxygène pour plus de 2 ans jusqu'à la planète rouge s'avère très coûteux et surtout très dangereux si elle rencontre un quelconque problème. Actuellement, sur le River Perseverance, l'outil MOXIE a pour objectif de produire de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone atmosphérique maritime. Normalement, MOXIE devrait être capable pendant un certain temps de produire une certaine quantité d'oxygène équivalente à la consommation d'un être humain pour une journée, explique Michael Wilson. Ces éléments préfigurent ce qui pourrait être des usines de fabrication d'oxygène parce que libre, il faudrait fabriquer une atmosphère de l'eau liquide. Ainsi sur Mars, des idées seraient de créer un effet de serre pour provoquer l'évaporation d'un pôle et atteindre une pression en vapeur d'eau suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de Mars. Et détaille Michael Wilson. De la glace, on sait qu'il y en a au pôle, on pense qu'il peut peut-être y en avoir dans le sous-sol martien. Ce n'est pas avéré. Et donc que l'on pourrait atteindre une pression suffisante en vapeur d'eau pour que l'eau soit liquide au sol. Mais cette technique
ressources qui permettront de survivre en faisant des extractions, explique Athena Costinis. Donc c'est une étape très importante. La Lune, première étape avant Mars. Toutes ces problématiques auxquelles les scientifiques tentent actuellement de répondre vont prendre encore des années avant d'être résolues. Actuellement, pour envoyer des hommes et des femmes sur Mars et les ramener sains et saufs, il y a beaucoup de travail. Il y en a au moins pour 15 à 20 ans, si ce n'est plus. Et je parle seulement d'exploration de Sputnik, Michael Wilson. Aujourd'hui, on travaille, on pense, on fait des expériences l'ISS est l'un des sites de ce type d'expérience pour savoir si un jour on pourra vivre ailleurs que sur Terre. La prochaine étape, c'est la Lune, parce que sur la Lune, vous avez aussi des conditions où il n'y a pas d'atmosphère, pas de pression, pas de liquide à la surface et que cette astre est beaucoup plus proche de la Terre, moins de 400 000 km en moyenne. On peut y aller beaucoup plus facilement. C'est le projet de Moon Village lunaire, soit l'établissement d'une base sur cet astre porté par l'Agence spatiale européenne et la NASA. L'idée, c'est de fabriquer une agence spatiale sur la Lune contre première étape avant de penser à aller sur Mars, explique l'astrophysicienne. Et ce pour pouvoir entraîner des personnes, mais essentiellement pour voir si on peut extraire de la surface de la Lune et des substrats linéaires les éléments nécessaires pour survivre sur un satellite hostile sans apporter des choses depuis la Terre. Est-ce que l'on peut quand même fabriquer de l'oxygène? La prochaine aventure humaine sur la Lune est planifiée pour 2024. Il s'agit de la mission américaine Artemis qui doit notamment construire des éléments durables sur et autour de la Lune qui permettront à nos robots et à astronautes d'explorer davantage et de mener plus de recherches scientifiques que jamais auparavant, écrit la NASA. À partir de là, il faudra au moins encore une décennie pour faire vivre une base sur la Lune, voir si cela fonctionne. Et si on réfléchit à une expédition humaine sur Mars, ce n'est pas avant encore une décennie, déclare Athena Costinis. Mars n'est pas notre planète B. Pour l'instant, l'envoi d'êtres humains sur Mars, ce n'est quasiment
Cela permettra la création d'une base lunaire. Nous sommes en 2017. Nous devions déjà avoir une base lunaire. Pourquoi n'est-ce pas déjà le cas? A lancé Musk au cours de sa présentation. Musk a souvent fait part de son désir de mourir sur Mars, mais pas au moment de l'impact, et de sa conviction que pour survivre, l'espèce humaine devrait devenir une espèce multiplanétaire. Au cours du Congrès international d'aéronautique 2016 qui était organisé au Guadalajara au Mexique, Musk avait dévoilé quelle stratégie il souhaitait mettre en place pour atteindre son but et créer la première colonie humaine sur Mars. En avril, un lanceur déjà envoyé dans l'espace a voyagé pour la seconde fois, puis a regagné la Terre, constituant une avancée importante pour des voyages spatiaux moins coûteux. BFR serait une version améliorée et plus importante des Falcon 9 déjà en activité et pourrait livrer régulièrement des carburants aux vaisseaux capables de transporter jusqu'à 100 passagers dans l'orbite terrestre. On imagine une flotte de milliers de vaisseaux qui stationneraient en orbite autour de la Terre. Puis, tous les 26 mois environ, quand Mars et la Terre seront favorablement alignés, cette flotte mettrait le cas sur la planète rouge. Après un voyage de 3 à 6 mois, ces vaisseaux s'opposeraient sur Mars et déposeraient des hommes et cargaisons qui transportent. Pour le moment, Musk n'a pas précisé comment ces humains pourraient survivre une fois arrivés sur Mars. Un monde hostile dont le sol nocif et irrespirable empêche la terraformation. Les révisions présentées cette année réduisent la taille de la BFR à celle d'une fusée seulement un peu plus large que la fusée Starship, qui a permis aux hommes de fouler le sol lunaire. Mais pour être clair, la BFR 2.0 reste immense. Elle pourra contenir un cargo entier de marchandises et autant de passagers qu'au Airbus A380. Il pourra également supposer que l'atmosphère soit dense, fine ou inexistante, ce qui la rendra particulièrement utile. Musk espère lancer les travaux de construction de cette fusée en 2018. Il a ajouté qu'il était aussi envisageable de lancer des fusées non contenant que des marchandises dès 2022. Les détails semblent courts, mais 5 ans me paraissent une éternité, a soufflé Musk. Je vous ai dit ça, c'était dans les années 2017-2016. Ne soyez pas étonnés car je vous raconte une histoire de Musk sur son projet d'aller vivre sur Mars. Si SpaceX tient ses délais, Musk annonce vouloir lancer 4 appareils d'ici 2024 et des conteneurs de marchandises et des vaisseaux habités. Les missions auraient pour tâche de trouver les meilleures sources d'eau sur Mars et de construire un espace pouvant contenir des allers-retours entre la Terre et Mars. Des délais difficiles à retenir, laissez-nous voir ensemble. Réduire la taille initialement prévue de la fusée n'est pas une décision complètement inattendue. Musk est connu pour ses ambitions démesurées. SpaceX est la première compagnie à avoir
pouvoir réutiliser une fusée. Les voitures électriques Tesla sont sur une liste d'attente de plusieurs années et l'Hyperloop qui pourra relier San Francisco et Los Angeles en 45 minutes est en développement. Mais les délais annoncés paraissent intenables pour les experts en aéronautique. Par exemple, la fusée Falcon est censée être lancée depuis des années. Mais c'est une fusée qui joue un rôle crucial dans le plan d'envoyer des hommes de la Lune où ce Mars n'a pas encore été testé. Pour répondre aux critiques dont il était objet quant au délai annoncé, Musk avait ironiquement noté que le premier lancement prévu en 2022 n'était pas acté, mais restait une aspiration. Le rêve martial de Musk est tout du moins audacieux. Pour y parvenir, il aura besoin d'innovations techniques sans précédent. Si la science et l'ingénierie ont aujourd'hui de solides fondations et que l'architecture des fusées imaginées par SpaceX semble réalisable, le bas blesse au niveau financier. SpaceX n'a tout simplement pas assez d'argent pour financer cette aventure scientifique et convaincre des investisseurs publics et privés de financer le projet n'est pas chose aisée. Pour le moment, SpaceX compte financer le projet en construisant des Falcon 9 et des capsules Dragon et de vendre autant de transport de marchandises vers l'espace que possible. La planète rouge, planète bleue. Installer des humains sur Mars pose également de nombreux problèmes éthiques que Musk n'aborde pas. Le plus important peut-être est que l'homme puisse contaminer la planète en introduisant des microbes n'existant pour l'instant pas dans le monde. Cela pourrait condamner la vie qui s'y trouve et nous prévenir de constater la présence même de la vie extraterrestre. Se poser sur Mars n'est que la première étape. Il faut ensuite rendre la planète habitable. Mars est létal pour les hommes en état. Les rechargés en carbone et respirables, les sols toxiques et l'eau dans les sous-sols de la planète sont glacés. Par le passé, Musk a reconnu qu'il s'agissait là d'un véritable problème et a proposé de terraformer Mars en un monde capable d'accueillir la vie. Son choix à l'époque se portait sur l'explosion des pôles de Mars pour libérer l'eau pour l'instant retenue dans les profondeurs. Cette action serait catastrophique pour toute forme de la vie martienne. Coloniser une planète de secours en détruisant toute forme de vie préexistante ne semble pas être la meilleure idée. Il y a de nombreuses raisons d'aller sur Mars, mais si l'on vous dit que c'est pour sauver l'humanité, c'est comme si le capitaine de Titanic vous expliquait que la fête commencera dans les canaux de sauvetage, estime l'astronome Lucian Wolkowicz. Si nous parvenons à comprendre comment créer et maintenir des espaces habitables dans des zones les moins hospitalières sur Terre, alors nous pouvons sans doute protéger notre environnement et nous lancer à conquête de nouveaux mondes. Voilà, nous espérons que votre attention vous a permis à beaucoup comprendre.
J'espère que vous avez tout vu et compris. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci.